Doit-on se satisfaire de l'état de siège au Nord Kivu? Encore combien de temps faudra-t-il compter sur un pouvoir militaire à l'est de la RDC? Édition spéciale ce mardi 11 avril, après le journal de 19h. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. La gestion des conflits de la province. À quand la fin des tourments? On fait le point en direct de Goma avec le gouverneur militaire, le général Célestin Ndima. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour Christian. Édition spéciale aujourd'hui avec vous. Vous êtes le gouverneur militaire de la province sous état de siège du Nord Kivu. Vous êtes le général Constant Ndima. Alors, première question, au moment où la question que tout le monde se pose, êtes-vous satisfait de l'évolution de l'état de siège? Je ne peux pas dire que je suis satisfait de l'état de siège. C'est notre population qui doit nous juger. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que l'armée a tout en main pour pouvoir avoir un objectif positif à la mission qui lui a été assignée par ces dispositions spéciales? L'armée aujourd'hui contrôle la situation sur le terrain opérationnel. Nous, au niveau de la province du Nord Kivu, du point de vue opération, nous avons deux secteurs opérationnels. Dans le Grand Nord, qui couvre les territoires de Béni et de Lubero. Et ici, au Petit Nord, nous l'avons baptisé secteur opérationnel Soukora 2. Et de ces deux secteurs, je peux vous garantir que la situation est relativement calme et sous contrôle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que l'armée ne contrôle rien maintenant sur le terrain, mais la situation est sous contrôle du point de vue opération. Tous les moyens ont été mis à votre disposition pour ce faire par le gouvernement? Nous travaillons avec les moyens que le gouvernement a mis à notre disposition. Nous ne pouvons pas mentir ici que tout a été mis. Vous savez que l'armée coûte cher, d'abord pour le pays, et aussi le moyen pour la montée en puissance dépend aussi de la santé économique de la République. Donc, nous le faisons avec le moyen que la République met à notre disposition. Depuis quelques semaines, on parle de nouveau du M23. Le M23 qui semble, on va pas dire se promener, mais presque. Il décrète un cessez-le-feu. Les FRDC sont annoncés comme reculants face à l'avancée des M23. Alors qu'on est sous état de siège, est-ce que c'est pas contradictoire? Le M23 que vous faites allusion est un mouvement rebelle qui a été défait en 2013, vous le savez. Et ces M23 ont été désarmés. Les équipements remis sous les yeux de la communauté internationale et nationale. Et ces mouvements devaient être mis dans des camps. Une partie en Ouganda et l'autre au Rwanda. C'est connu. Et voilà, aujourd'hui, pendant cet état de siège, alors que nous sommes en train de pacifier notre province, d'abord avec les groupes armés locaux, et ensuite avec les forces négatives étrangères qui écument notre province, nous avons commencé pendant cet état de siège dans le territoire de Massissi où sévissaient plusieurs groupes armés, et le Walikale aussi. Voilà, nous avons nettoyé ces deux territoires. Et au moment où nous avons planifié les opérations pour nettoyer les Rutshuru, les Liragongo et le sud de Lubero, que ce M23 que vous faites allusion a ressurgi au grand étonnement de notre population. Et quand vous dites que l'armée devant cette situation recule où il y a un jeu de ping-pong, vous savez, le M23 est localisé sous le mont Sabinyo qui sépare l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est à cet endroit-là qu'on peut le trouver. Alors, dans notre imagination, dans notre connaissance, nous savions qu'ils étaient dans des camps
au Rwanda et aussi Ouganda. en Ouganda. Voilà, Christian, ils font surface. Les M23 désarmés, je venais de le dire, est aujourd'hui armé avec des armes collectives et les armes d'appui. C'est impensable. Par des pays voisins? Ils peuvent être où? Ils sont où? Pour ressurgir avec des armes de tel calibre. Nous savons qu'ils étaient au Rwanda et en Ouganda. On est donc dans la sempiternelle guerre qui depuis plus de 20 ans est toujours alimentée par les pays voisins, Rwanda particulièrement, puisque l'Ouganda aujourd'hui est en opération conjointe avec les FARDC. Combien de temps ça va encore durer alors cet état de guerre, cet état de siège? Les députés demandent un plan de sortie de crise. Est-ce que vous serez en mesure ici de le leur donner? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'entendre du gouverneur combien de temps tout cela va encore durer? Non, je suis militaire. Avant d'être gouverneur, je suis militaire. Ce n'est pas à moi de déterminer les formats donnés à l'état de siège. Moi, j'ai reçu une mission, celle de défendre l'intégrité de notre territoire, restaurer l'état de droit dans cette province. Moi, je m'attelle à cela et c'est ce que je suis en train de faire. Laissons les formats, la réqualification, tout ce qui entoure l'état de siège aux politiciens. Mais le militaire que vous êtes, quand il va à la guerre, il se dit que cette guerre, selon les moyens, pour utiliser le terme militaire, selon les forces en présence, devrait pouvoir se terminer à telle ou telle échéance. Vous ne vous êtes pas posé la question, vous n'avez pas de réponse à nous donner? Nous sommes devant une situation un peu particulière. Vous savez, dans le Grand Nord, nous faisons face, je venais de le dire, aux forces négatives étrangères, les FDLR au Petit Nord ici, et aussi les ADF, MTM aujourd'hui dans le Grand Nord. C'est-à-dire ce n'est pas une guerre conventionnelle où l'ennemi se trouve en face et vous allez conquérir le terrain. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire l'ennemi s'est éparpillé sur le territoire, prenons le cas du territoire des Bénis, mais constituant des bastions. Aujourd'hui, tous ces bastions sont passés entre les mains des forces armées. Donc, l'ennemi qui est en errance et en petits groupes, ils peuvent faire des incursions dans des villages parce qu'ils s'attaquent à la population qui va dans des champs, la population paysanne bien sûr, et aussi parfois notre population dans des villages assez reculés ou dans des agglomérations, quand ils surgissent la nuit, ils brûlent les maisons, ils sont là seulement cherchant à massacrer la population. Voilà la situation que nous faisons face. C'est-à-dire il est difficile à l'armée de planifier que nous commençons à telle date pour terminer à telle date. Si c'était une guerre conventionnelle, là je vous le dis, on le planifie selon ces termes. Pour terminer avec cet état de siège, qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être amélioré? Non, la sécurité est la première préoccupation de la plus haute hiérarchie. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour redonner la paix à notre population. Donc c'est ce qui est vraiment capital et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dès que la population recouvre la paix, notre population qui est très active ici, ils vont se mettre au travail pour le développement harmonieux de notre province. Le général Constant Ndima est chef des opérations militaires, mais il est aussi gouverneur. Parlons un peu de la manière à laquelle cette province sous état de siège est gérée. Vous parlez de ramener la paix, mais la société civile parle de plus en plus d'insécurité à Goma. On parle de 40 voleurs qui tuent en plein couvre-feu après 22h ici. Le couvre-feu est toujours de mise. Qui tuent à Goma? Ce sont des policiers, des militaires? Le cas de banditisme urbain à Goma et d'autres agglomérations de notre province, nous vivons avec la population. Et les bandits, ça se trouve aussi parmi la population. Je ne peux pas nier qu'il y a aussi peut-être des militaires qui font des bavures. Ça, c'est individuellement. Mais on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'armée. Mais tous ceux qui soient civils ou militaires, en posant des pareils actes, il est bandit pour nous. Et ce sont ces gens que nous sommes en train de traquer. Même le kidnappeur que
que vous avez certainement appris ici, plus précisément à Goma et les environs, sur l'axe Goma-Rutshuru, l'axe Goma-Sake, qui a même coûté la vie à l'ambassadeur italien. Nous sommes sur ce travail. On a aujourd'hui traqué plus ou moins 5 groupes de kidnappeurs. Et parmi, nous avons déjà arrêté celui qui a tiré même sur l'ambassadeur italien. Et d'autres qui font des kidnappings parmi notre population, les ONG qui circulent pour apporter assistance à notre population. Et c'est tous ces gens, en tout cas parmi les 5 groupes, nous avons déjà arrêté plusieurs d'entre eux et ils sont devant la justice et les services spécialisés pour approfondir. Nous sommes en train de travailler sur ça, même avec les opérateurs téléphoniques, pour chercher un peu à localiser tout ça, parce qu'ils passent aussi par des appels téléphoniques, par des transferts d'argent à travers ces réseaux. Et tout cela, nous le mettons dans le paquet. Ce n'est pas seulement le cas du banditisme, 40 voleurs, tout ça, mais je crois, pour la population de Goma qui est en train de me suivre, il y a diminution sensible de tous ces cas. Et nous ne sommes pas encore à 100%, nous y travaillons. Parmi ceux-là, des militaires, des policiers, ce qui pousse la société civile et la population à demander à ce qu'on démilitarise Goma, qui n'est pas une opération de guerre, un terrain de bataille. Est-ce que c'est possible de démilitariser Goma, d'installer notamment les FARDC dans les collines autour de Goma ou dans le Rutshuru, dans le Massissi? Certains parlent même de démilitariser Goma et de plus se focaliser pour la province du Nord Kivu autour de Beni et Butembo où les ADF continuent de sévir. Non, Goma n'est pas militarisé. Goma, il y a les unités de la police, les unités de la prévôté militaire et aussi quelques unités au niveau des Kijé. Goma, les lignes de front ne sont pas très loin, à 50 km d'ici, vous savez. Et dans les Massissi, c'est-à-dire tous les militaires engagés au front sont dans cette direction. Ici à Goma, c'est seulement le service de la police, le service spécialisé, quelques unités que je viens de vous citer. Goma n'est pas militarisé comme vous l'avez dit, mais nous sommes en train de tout faire pour que les environs de Goma soient totalement pacifiés, pour que la ville de Goma soit aussi bien sécurisée, pour qu'on concerne seulement le cas de banditisme urbain qui ne manque pas dans d'autres villes aussi. Encore conséquence de l'état de siège, la manière à laquelle la justice est donnée récemment, le président, à la demande des populations, a ramené de l'auditorat militaire cette justice aux civils. Cela semble aller mieux. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, félicitations au gouverneur, ça il faut le dire. Les recettes sont plus importantes, la gestion de la province est meilleure. Quel est le secret, excusez-moi de le dire comme ça, du général pour obtenir de tels résultats? Non, on a mis une petite dose militaire, un peu de discipline, apprendre à notre population le civisme fiscal. Comment vous faites ça? Oui, dans le fusil sous la tempe? Non, les sensibilisations, des contacts, des conférences et le suivi. Une fois que vous allez partir, vous comptez rester ou vous comptez que cette discipline militaire continue? Vous pensez que cette discipline militaire doit continuer pour que les chiffres restent toujours comme ils le sont aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Moi, je crois que les autorités qui vont continuer, qui vont venir, il y a la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de sérieux. Vous voyez, le milieu a connu un cycle de violence, de guerre, et notre population aussi avait d'éléments plongés dans les fraudes. Vous voyez, dans des fraudes, dans l'indiscipline fiscale, les civismes fiscal plutôt, et autres bavures. Donc, je crois, pour être un bon citoyen, il faut que ça change. Je crois que nous avons donné quand même la voie et que les autorités qui vont venir, ils vont poursuivre
pour les biens de notre province. Je ne vais pas vous demander à quel délai vous voyez les autres autorités venir. Je reviendrai à ma question d'origine. À quand, selon vous, doit se terminer cet état de siège? Mais est-ce que vous y pensez, vous? Est-ce que vous voyez un jour, toujours militaire certes, mais quitter le Nord Kivu, quitter le gouvernorat? Quitter le gouvernement, quitter le Nord Kivu, même tout de suite. Le militaire, lui, n'a pas fait une demande d'emploi. Il a reçu les instructions de la hiérarchie, il a reçu les instructions du chef de l'État. Même aujourd'hui, Christian, si ça tombe, à vos ordres, je prends ma valise et je suis à Kinshasa. Parce que certains reprochent beaucoup à cette province d'attirer les militaires, et une fois qu'ils sont attirés, ces militaires n'ont plus envie d'entrer. Beaucoup d'opulence, beaucoup de prospérité, notamment dans le chef des officiers militaires. C'est pas le cas sous les militaires sous l'état de siège? Le militaire ne peut pas être attiré par tout ce que vous venez de dire. Le militaire, lui, il reçoit des ordres, il exécute, et à la fin de sa mission, ça vient aussi par les ordres, et il est parti. Panier de la ménagère, on en parle beaucoup. Je suis désolé d'avoir à poser cette question à un général, mais vous êtes le gouverneur. Les prix partout au monde augmentent. Comment vous gérez cette hausse de prix générale? On parle notamment du bidon d'huile de 20 litres, passé de 32 à 50. Depuis, il a un peu baissé, mais comment est-ce que vous jugulez? Est-ce que vous avez une politique particulière? Oui, malheureusement, il y a des produits manufacturés qui viennent de l'extérieur. Et vous venez de le dire, ça souffre aussi de cette guerre qui sévit aujourd'hui en Ukraine. Et il y a des répercussions. Et tout en amenant ici, ce n'est pas le transport. Le transport demande le carburant. Et partout où ces produits manufacturés viennent, ils ont aussi le même problème. D'où nous sommes aussi attachés donc, à l'importation. Et c'est ce qui nous cause aussi un problème sur le marché, sur le panier de la ménagère. Mais nous sommes en train de tout faire parce que nous avons aussi la province qui produit beaucoup. Le sol du Nord Kivu est fertile, nous produisons localement. Mais c'est seulement ce qui nous fait problème, ce sont des produits importés. Le Rwanda en face, les prix sont encore moins chers. C'est la taxation au Congo qui fait que ce soit un peu plus cher? De ce côté, je ne crois pas. Vous voyez, la République démocratique du Congo, en rapport vis-à-vis des autres pays voisins, c'est un grand marché. C'est un grand marché, nous ne pouvons pas le confirmer comme ça parce que nous avons besoin des voisins. Nous vendons aussi au Rwanda. Le Rwanda vend aussi ici, c'est-à-dire notre population a besoin de ces échanges. Et jusque-là, je n'ai pas appris des lamentations du côté de notre population pour dire que voilà, de l'autre côté c'est comme ça et ici c'est plus. Non, jusque-là, il y a l'équilibre. À Kinshasa, c'est la crise aujourd'hui. Livraison de carburant à la pompe. Ici, vous avez eu cette crise il y a 2-3 semaines. Vous avez, semble-t-il, trouvé une solution en augmentant le prix du carburant de 2000 à 2800 francs congolais. Est-ce que depuis ça va mieux? Est-ce que les pétroliers qui ne se retrouvent plus dans ce manque à gagner aujourd'hui sont satisfaits au Nord Kivu? Oui, il y a tout ça. Mais vous savez, le prix du carburant, ce n'est pas le gouverneur des provinces qui doit fixer le prix du carburant. Ça, c'est le ministère des tutelles. Et le commerçant, les opérateurs économiques du Nord Kivu éprouvent aussi ces difficultés. Et ça va du prix des carburants fixé donc, par le gouvernement central. À 2800 francs congolais ici au Nord Kivu. Vous avez parlé de la manière à laquelle vous traitez ce volet économique. Ailleurs, quand un politique doit prendre, quand une administration politique civile doit prendre une décision, elle fait beaucoup attention à l'opinion publique. Est-ce que le général sous état de siège, qui a peut-être pas la même, les mêmes manières de procéder, il y attache aussi une telle importance? Est-ce que ce que pense la population, qui selon l'état de siège n'est pas en libre expression totale, est important dans la prise de décision? Christian, l'administration du territoire de la province
En tout cas, de ce côté-là, on ne se considère pas ou on ne se comporte pas en militaire. Nous avons de bonnes relations avec la FEC locale ici. Nous avons de bonnes relations avec des corporations à travers notre province. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui ne doit pas être en dehors de ça. Ça, nous concertons, nous prenons des mesures qui soient justes pour notre population. Et nous savons que ça fait quand même difficile pendant cette période de crise, de guerre, qui entraîne beaucoup de choses. Mais je crois de ce côté-là, on ne prend pas le treillis de l'armée, de militaires, mais nous nous mettons comme un gouverneur civil devant cette situation pour que ça soit comprise par toute notre population. Cependant, cet état de siège vous donne des pouvoirs spéciaux, l'expression libre et interdite, par ordonnance présidentielle, mais aussi par arrêté provincial. Est-ce que vous posez ainsi des questions, je parle du journaliste que je suis, me fait risquer prison ou éloignement de la province si je ne suis pas dans la droite ligne de ce qui est convenable de dire? Non. Il y a certes la restitution, mais il y a certaines choses qui est autorisées et d'autres ne sont pas autorisées. C'est-à-dire, ce qui n'est pas autorisé, ce sont des manifestations publiques, des manifestations politiques et autres manifestations qui peuvent nuire donc à l'état de siège. Là, notre population doit être disciplinée pour cela. On peut critiquer l'état de siège. On critique l'état de siège. Où est la limite du toléré et du tolérable quand on critique l'état de siège? Oui, non, nous laissons libre aux critiques. Dernièrement, ici, avant votre arrivée, j'ai reçu le groupe de jeunes, les plus virulents, les Lucha, les Viranda Mouchanga. Nous tenons des conférences, on échange. Parfois, il y a des incompréhensions, mais il faut parler aux gens. C'est ce que nous le faisons. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur civil, général Constant Ndima. On ne peut pas terminer sans parler de juillet. Le pape sera à Goma. Est-ce qu'il inaugurera la cathédrale? Non, nous venons de visiter. C'est un grand travail. En tout cas, nous ne pouvons pas estimer terminer ce travail au mois de juillet. C'est la date, le mois prévu pour la visite du souverain pontife. Ça sera difficile. Il visitera la cathédrale? Oui, c'est prévu par le clergé ici, à moins que lui-même va changer. Sinon, c'est prévu. C'est un bel édifice. Le gouverneur est-il fier de la plus belle cathédrale en devenir de l'Afrique centrale? Ah oui, nous sommes très fiers de recevoir cette cathédrale qui sera, comme vous venez de le dire, le premier en République du Congo et pourquoi pas en Afrique centrale. Une initiative privée? Oui, c'est une initiative privée. Que n'aurait pas pu faire l'État? Ce sont des philanthropiques, vous savez, les églises, parfois, si l'État intervient, ça sera une très bonne chose aussi. Monsieur le gouverneur civil, général Constant Ndima, je vous remercie de nous avoir accordé 22 minutes de votre temps en cet état de siège ici dans vos bureaux à Goma. Merci Christian, vous avez oublié les infrastructures de la province parce que la gestion de la province rime aussi avec les développements. C'est peut-être cet aspect-là que vous n'avez pas fait allusion, mais nous combinons la gestion avec le développement de la province aussi. Il y a des infrastructures. Combien de routes, oui, merci de me le rappeler, combien de routes refaites? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'est pas au Congo quand on est à Goma. Merci. Christian, vous savez, après l'éruption du volcan du 21 mai 2021, notre ville a été secouée et plusieurs de nos axes routiers et surtout la voirie de Goma a été entamée. Vous avez circulé, vous sentez vraiment que nous avons refait Ça se sent tout seul? L'Union européenne est intervenue? Non, oui, avec l'appui du gouvernement central, avec l'OVD, nous sommes mis au travail pour colmater tout ce que le volcan... Tout vient du gouvernement central. Toutes les infrastructures, c'est le gouvernement central qui finance. Non, il y a le gouvernement provincial et le gouvernement central qui nous... Pas de partenaire extérieur? Le partenaire extérieur, non, pas encore jusque-là. Et aussi des routes, des axes principaux.
qui relie le Grand Nord ou qui va vers Kisangani, surtout l'axe qui doit relier dans le cordon, je peux le qualifier comme ça, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire en passant par Goma, Walikale, Kisangani et pourquoi pas jusqu'à Kinshasa. Là, nous avons déjà entamé la réouverture de cette route qui a été fermée des années. Ça marche assez bien. Espérons que dans des mois à venir, de ce côté-là, la route sera fluide. Nous avons construit aussi relié quelques routes telles que l'axe Baou-Kamango. Des années, cette route était fermée, mais aujourd'hui, Christian, vous pouvez prendre votre voiture de Beni et vous arrivez à Kamango, à Nobili, par route, ce qui n'existait pas. Avec la sécurité. Ah oui, nous sommes en opération sur cette route. La route est pacifiée et construite par notre génie militaire. Il y a l'axe Erengeti Kainama qui ira jusqu'à Boga, est en voie de construction par notre génie militaire. Et aussi de quelques ouvrages importants à travers la province, de ponts. Le pont Moussassa qui a coupé Butembo de Goma a été reconstruit sur les fonds propres du gouvernement provincial. Nous avons la route de Butembo qui va jusqu'à Mangouré-Jipa. Vous savez, les enfants qui sont nés à Mangouré-Jipa n'ont jamais vu de véhicule. Des années, plus de 30 ans. Pendant l'état de siège, nous avons ouvert cette route de 100 km. Aujourd'hui, vous allez de Butembo à Mangouré-Jipa à quelques heures. Voilà quelques réalisations et même dans la route de Mangina. La route de Mangina, nous l'avons ouvert, réhabilité. Vous pouvez faire Mangina plus ou moins 32 km. Vous pouvez faire à moins de 20 minutes. La route a été refaite, élargie de 6 à 9 mètres. Et il y a encore dans la ville les eaux qui stagnaient. Il fallait canaliser les eaux de pluie vers les lacs. Nous l'avons fait avec des dissipateurs. Nous avons dallé quand même, on a mis des pavés sur plusieurs avenues ici et nous sommes en train de voir aussi, en train de construire l'avenue qui va vers le Roubavu, ici. Nous l'avons pavé et le système de surveillance de la ville et le système de garde, en tout cas, tout est en train de se mettre petit à petit en marche en déant les 10 mois que nous avons déjà passé à la tête de cette province. Alors vous écoutez, l'armée fait plus que les civils. Est-ce que ce modèle de province dirigée par le militaire ne serait pas plus efficace à la République démocratique du Congo? Non, c'est une période exceptionnelle. Et elle a été proclamée état de siège selon les cas, parce que la province a été troublée par des guerres. Général Constant Ndima, gouverneur militaire. Je tiens à remercier le général Ekenge qui nous a accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Grand merci. Merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.